Jacques Oessler, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Alors ce soir nous allons évoquer un drôle de nom, Brexit. On en a beaucoup entendu parler. De quoi s'agit-il? J'ai l'impression que nos amis anglais ne vont pas être à la fête avec cette chronique. Non, mais c'est de leur faute. Brexit, c'est la contraction de British Exit. Le Royaume-Uni est-il sur le point de sortir de l'Union européenne? Cette question se pose depuis que David Cameron et les Tories, c'est-à-dire les conservateurs, ont, contre tous les sondages, gagné les législatives le 7 mai 2015. Les conservateurs disposent désormais d'une majorité absolue à la Chambre des communes. En conséquence, une coalition avec les Lib Dem, libéraux-démocrates, pro-européens, mais laminés par les élections, n'est plus nécessaire. Pis encore, ne disposant que d'une majorité de 6 voix, Cameron sera attentif aux extrêmes de son parti, qui sont des europhobes proclamés et qui viennent de constituer un groupe d'une 50aine de députés pour peser sur lui. Il avait promis qu'en cas de succès, il soumettrait au peuple britannique, par référendum, après avoir renégocié les conditions d'adhésion à l'Union européenne, la question du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Il l'avait promis pour endiguer la montée irrésistible des europhobes de UKIP, c'est-à-dire le parti de l'indépendance, et de l'aile droite des Tories. Le voici au pied du mur. Les négociations commencent avec les 27 de l'Union européenne et Cameron se prononcera pour le oui ou le non au vu des concessions obtenues de ses partenaires. Alors, l'échéance prévue, c'est 2017, peut-être le référendum interviendra-t-il plus tôt. Aujourd'hui, une période d'incertitude s'ouvre pour tous les protagonistes. Elle sera bénéfique pour personne et maléfique pour tous. La question qu'on peut se poser, Jacques Oessler, c'est pourquoi en sommes-nous là? Et puis derrière ça aussi s'interroger sur quelles seront les conséquences possibles si le Royaume-Uni décide de quitter l'Europe. Pour répondre à cette première question, pourquoi nous en sommes là, je vous dirais parce que les Britanniques sont les malgré nous de l'Europe. Souvenez-vous, déjà en septembre 1946 à Zurich, Winston Churchill avait préconisé la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Il avait préconisé la création des États-Unis d'Europe, mais sans nous. Le Royaume-Uni devait être le garant et l'ami de cette nouvelle Europe, ce qui veut dire qu'elle n'en faisait pas partie. La Grande-Bretagne a persisté dans son refus de participer à la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, puis de la CED, Communauté européenne de défense, puis de la CE, Communauté économique européenne. Elle a même tenté de diluer la Communauté économique européenne dans une vaste zone de libre-échange au sein de l'OSCE, 17 pays, c'est l'Organisation européenne de coopération économique, qui avait été créée à l'origine pour répartir l'aide Marshall. Devant cet échec, elle lança en 1960 l'Association européenne de libre-échange contre la communauté. Son ambition n'était que commerciale et en aucun cas une union sans cesse plus étroite pouvant aboutir à une fédération politique, et là je cite les traités. Alors face à la construction progressive et inéluctable de cette communauté économique européenne, la Grande-Bretagne présenta sa candidature en 1962, mais à ces conditions, c'est-à-dire Commonwealth, grand large, pas de supranationalité, c'eût été dénaturer la communauté. Le refus de Gaulle fut spectaculaire et brutal lors de sa célèbre conférence de janvier 1963. L'Europe devait rester européenne et ne pas être détricotée. Et de Gaulle ne put que chanter à Macmillan « Ne pleurez pas, Milord », comme Édith Piaf. Une nouvelle tentative, mieux conduite par Harold Wilson, Premier ministre travailliste, ceux-ci s'étant convertis à l'Europe très récemment, échoua une nouvelle fois en 1967. Elle se heurta à un veto de Charles de Gaulle, dit cette fois veto de velours. Pompidou leva le veto de la France et le Royaume-Uni intégra la communauté en 1972. Mais déjà, en 1975, le gouvernement Wilson, de nouveau, organisa un référendum sur le maintien de son pays au sein de la communauté.
le oui l'emporta. La suite de l'histoire n'est que le chapelet des exemptions britanniques et des divergences avec les pays fondateurs, comme l'illustre le soutien aux USA de Bush Jr. lors de la guerre d'Irak en 2003. Ce fut l'opting out pour l'euro, à l'occasion de la signature du traité de Maastricht, la suppression du « à vocation fédérale », l'anti-renforcement du social, le blocage de la candidature de Jean-Luc Dehaene, trop fédéraliste, à la présidence de la Commission. Ce fut la négociation bloquante du rabais britannique par Mme Thatcher. Des lignes rouges furent à nouveau énoncées au cours des négociations du traité de Lisbonne. Unanimité, donc veto pour la défense, la politique étrangère, la fiscalité. Non-application de la Charte des droits fondamentaux. Réticence sur la coopération policière et judiciaire. En revanche, la Grande-Bretagne s'est montrée très allante pour tous les élargissements, y compris à la Turquie, pour cantonner l'Union au commercial, pour bloquer toute évolution supranationale, et enfin complaire aux États-Unis d'Amérique qui poursuivaient des objectifs propres. Jacques Oessler, je vous demandais également quelles en seraient les conséquences possibles. Eh bien, Jean-Louis, les conséquences d'un Brexit, nous allons le voir pour la Grande-Bretagne et pour l'Union européenne. Mais tout d'abord, la période de négociation ouvre une période délicate d'incertitude, donc de paralysie publique temporaire d'une part, et d'initiatives anticipatrices privées pour parer au pire d'autre part. Alors, conséquence pour la Grande-Bretagne, positive, bloquer toute intégration politique, donc préserver la souveraineté en matière de défense, d'affaires étrangères, de fiscalité. D'autre part, endiguer l'immigration et le tourisme social, conséquence négative, compromettre les relations économiques et commerciales avec l'Union européenne, qui représente pourtant 53% des exportations britanniques. Compromettre le rôle majeur de la City en Europe et favoriser la fragmentation du Royaume-Uni en stimulant l'indépendance de l'Écosse, qui est europhile, plus les risques de contagion au Pays de Galles et voire à l'Irlande. Conséquence pour l'Union européenne négative. Réduction de l'influence européenne dans le monde, bien sûr. Retrait de l'une des deux puissances militaires, puisqu'il n'y a que la Grande-Bretagne et la France. Ce serait un échec politique. Et l'ouverture de la boîte de Pandore, c'est-à-dire l'ouverture d'une réversibilité d'un engagement, jusque-là sans retour, avec des risques de contagion à d'autres pays devenus euro-tièdes, et la tentation de détricotage qui s'ensuivrait. Conséquence positive maintenant, ralentir l'élargissement galopant au profit d'un approfondissement préalable, relancer l'Europe puissance à laquelle la France est attachée, avec une défense commune et une intégration politique, rapatrier sur le continent des transactions financières au détriment de la City. En conclusion, Jacques Oessler, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Brexit ? 3 idées pour conclure. La première, le survol des 70 ans écoulés depuis la Libération montre les pesanteurs historiques de la nation, de la notion de nation. En l'occurrence, il s'agit des rémanences des options britanniques. Mais l'actualité fait une large place aux résurgences nationalistes, tant en Russie que dans les pays d'Europe centrale et orientale, voire dans les démocraties d'Europe occidentale, comme le démontrent les succès du Front National en France. Les nations ne sont pas près de se dissoudre dans une fédération européenne, comme du sucre dans une tasse de thé britannique. La deuxième idée, ce survol montre la responsabilité et la capacité de certaines élites d'élaborer une vision pertinente, clairvoyante et à long terme, qu'il faut parfois avoir le courage d'imposer à des opinions par trop myopes. Je parle bien sûr de Winston Churchill, de Charles de Gaulle, et plus récemment de Michel Rocard, qui dénonce avec constance le boulet que constitue la Grande-Bretagne pour la construction européenne. On a fait l'Europe sans faire les Européens, ce qui risque aujourd'hui de défaire l'Europe. Troisième idée, c'est celle de Jean Monnet. L'Europe se construit par les difficultés qu'elle surmonte. Le risque de Brexit constitue un défi roboratif. Si le Royaume-Uni reste, cela peut accélérer le développement d'une Europe différenciée. Giscard vient de dire que certaines revendications britanniques sont légitimes et seraient bénéfiques pour l'ensemble de l'Union européenne. Et par ailleurs, j'ai constaté que la marée descendante de la popularité européenne, qui était au plus bas en 2013, s'est inversée. Et elle remonte aujourd'hui. S'il sort, le Royaume-Uni,
Rappelons-nous qu'on consolide un arbre en l'élaguant. Qui sait, dans le temps long, un divorce peut être suivi d'un remariage. La démonstration par l'absurde n'est pas l'apanage de la géométrie, Jean-Louis. Jacques Osler, un dernier mot. Rappelez-nous où l'on peut consulter cette chronique et toutes celles que vous avez proposées sur l'antenne de Jéricho, plus, bien sûr, des éclairages sur les problématiques européennes. Mouvement-européen-lorraine.fr